Bonjour à tous. On est parti pour notre sixième live et dernier live de la saison 2 des lives H2I. Donc, on a le bonheur aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Hureau qui va nous présenter la solution Give Access développée à partir de son expérience personnelle. Donc, on est très clairement sur un webinaire dédié aujourd'hui à la question des savoirs expérientiels et puis de l'expérience utilisateur. Donc, Emmanuel, je vais vous laisser présenter votre solution, présenter votre expérience, votre parcours, et puis ensuite, on Super, aura un temps de questions-réponses pour interagir avec les personnes présentes. Et puis, comme d'habitude, le live est retransmis ensuite sur la chaîne YouTube. À vous. super, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tenais déjà à remercier le réseau H2I et Loïc Andrien pour son invitation, de m'avoir convié à ce webinaire. C'est un vrai plaisir d'intervenir aujourd'hui. Donc, pour me présenter, en fait, je m'appelle Emmanuel Hureau, j'ai 36 ans. Je suis atteint d'une maladie génétique qui me rend totalement tétraplégique. Je ne peux donc pas marcher, je ne bouge qu'un seul doigt au niveau de ma main droite. Je suis donc assez désavantagé sur le plan informatique. Mais justement, c'est ce qui fait un peu tout l'intérêt de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais présenter, c'est la présentation que je vais faire aujourd'hui sera en plusieurs parties. Donc, j'essaierai de faire des pauses entre chaque partie pour que chacun puisse poser des questions et que ça soit un petit peu interactif et sympathique et que ça soit vraiment un échange. Donc pour vous raconter, moi je suis titulaire d'un master en conception mécanique spécialisé dans le calcul des structures. Donc c'est le genre de discipline dans laquelle on travaille pour concevoir par exemple des voitures, des ponts, des trains, des robots, etc. Donc, on a l'habitude en fait de brasser tout un tas de données, à partir desquelles en fait on définit des lois mathématiques. Donc voilà. Et parallèlement à mes études, eh bien, j'ai appris la programmation informatique en autodidacte. Et je me suis passionné pour tout ce qui est analyse de données, big data et aussi pour tout ce qui est programmation d'intelligence artificielle. Suite à mes études, donc, voilà, je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat et j'ai créé et fondé un site web. euh, on pourrait même dire un mouvement qui s'appelle Give Access. Alors, je vais vous faire découvrir Give Access et du coup, pour rendre cette présentation un petit peu plus vivante et un petit peu plus imagée, eh bien, je vais vous raconter une histoire qui, entre nous, est très empreinte de réalité. Je pense que ce sera vraiment plus sympa pour tout le monde. Alors, c'est l'histoire en fait d'Antoine euh, et de Fabien. Alors, Antoine, en fait, il a 16 ans et comme tous les jeunes de son âge, eh ben, il adore les jeux vidéo, il adore l'ordinateur et il adore utiliser son téléphone portable. Et lors d'un voyage de vacances, eh ben, malheureusement, Antoine va avoir un grave accident de la route. Il va se retrouver à l'hôpital et à son réveil, eh bien, on lui annonce le verdict. Il a été grièvement blessé et il sera désormais en fauteuil roulant toute sa vie et tétraplégique suite à une rupture de la moelle épinière. Donc, durant sa rééducation, eh bien, il va réapprendre progressivement à vivre avec son handicap. Et puis, de l'autre côté, on a un deuxième personnage qui s'appelle Fabien. Fabien, il a 23 ans. Il est atteint d'une maladie génétique qui le rend totalement tétraplégique. Il a très peu de force
Et pour lui, les gestes répétitifs sur l'ordinateur sont très pénibles d'un point de vue musculaire. Alors, il est aussi très peu productif du fait d'une lenteur assez conséquente à exécuter les gestes informatiques. Et bien sûr, eh bien, il est pénalisé parce qu'il n'a pas accès au clavier. Antoine et Fabien, ils ont donc des handicaps très différents, mais leurs capacités physiques sont quand même assez similaires. Pourtant, leurs vies sont radicalement différentes. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont suivis par leur ergothérapeute qui s'appelle Laura. Et Laura, bien entendu, dans son suivi médical, elle fait tout ce qu'elle peut pour leur venir en aide. Et elle met en place auprès de chacun la même installation. Alors, elle va installer une souris très sensible pour leur permettre de contrôler leur pointeur et et elle met aussi à disposition un contacteur, c'est-à-dire un petit bouton indépendant pour pouvoir gérer justement le clic gauche de la souris. Et malheureusement, Laura, c'est à peu près tout ce qu'elle peut faire en l'état de ses connaissances pour pouvoir les aider. Mais ça permet quand même à Antoine et à Fabien de retrouver quand même un accès partiel à des activités informatiques basiques. Alors jusqu'ici, ce que je viens de vous décrire, en fait, ça ressemble à ce que vit près de 90% de la population en situation de handicap moteur. On va se projeter maintenant 5 ans plus tard et on va revenir un petit peu sur Antoine. Alors Antoine, il a réussi péniblement à poursuivre son cursus scolaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Il aimerait bien travailler dans le monde de la programmation informatique, mais il déplore le fait que, avec son handicap, sa fatigabilité reste très grande et il n'est même pas certain de pouvoir supporter le rythme de ses études. Au niveau des loisirs qu'il avait avant, malheureusement, il ne peut plus jouer aux jeux vidéo parce qu'il arrive à peine à contrôler l'ordinateur. Et c'est pareil pour son téléphone portable, ça reste vraiment très difficile. Il essaie de discuter sur Internet, mais c'est une vraie galère parce que il est beaucoup trop lent pour discuter facilement. Et voilà, d'une manière générale, l'écriture de texte reste quand même très pénible pour lui. Fabien, de son côté, il a fait des études, il travaille et il mène une vie professionnelle très remplie puisque maintenant, il est comptable au sein d'une grande entreprise. Alors, il aime aussi beaucoup l'informatique et les jeux vidéo qui sont pour lui une source de distraction, de défoulement et d'ouverture sociale. Et puis un beau jour, Antoine et Fabien ils vont se rencontrer au détour d'un bilan médical à l'hôpital. Et justement, Antoine va faire la connaissance de Fabien et ils vont échanger justement autour de leur handicap respectif. Et Fabien va raconter à Antoine ce qu'il fait au quotidien, comment il travaille, comment il se détend, comment il profite de la technologie, presque comme tout le monde. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui différencie ces deux personnes? Pourquoi l'une est bloquée dans sa vie à cause de son handicap et l'autre semble un peu comme avoir, on va dire, des super pouvoirs qui facilitent son intégration et son inclusion sociétale? Eh bien, la réponse est simple, c'est une approche technologique qui est radicalement différente. Alors, on va analyser un petit peu ensemble, un peu plus en profondeur, leur situation respective. Antoine, d'un point de vue matériel, il va utiliser le pointeur de la souris et son unique contacteur. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Avec les faibles mouvements qu'il a au niveau de la main,
eh bien, il va pouvoir bouger justement le pointeur de sa souris. Et puis avec son contacteur unique, eh bien, il va agir dessus et faire des boutons gauche de la souris. Et puis, il va utiliser quand même des logiciels d'accessibilité, puisqu'il va utiliser un clavier sur écran pour pouvoir écrire du texte. Et puis, Fabien, de son côté, il fait pareil qu'Antoine. Il utilise le pointeur de la souris et il utilise son unique contacteur. Cependant, il y a une différence, puisque lui maîtrise l'utilisation de logiciels d'accessibilité et utilise des technologies qui sont différentes. Donc, au niveau de la souris, eh bien, pareil, avec les faibles mouvements qu'il a au niveau de sa main, il va pouvoir bouger le pointeur, mais il va avoir, en plus de ça, des actions programmables lorsque, par exemple, il arrête de bouger son pointeur. Ou encore, il va avoir des actions spéciales lorsqu'il va passer son pointeur dans certaines zones de l'écran. Ou encore, il va pouvoir accélérer le mouvement de son pointeur en fonction de la vitesse des mouvements qu'il va imprimer sur sa souris. Et puis pour son contacteur unique, bien entendu, il fait aussi le bouton gauche de la souris, mais eh bien, il va aussi pouvoir faire, en fonction du temps d'appui qu'il va faire sur son contacteur, eh bien, il va pouvoir faire des actions différentes, des actions spéciales. Il va pouvoir faire aussi la même chose en fonction du nombre de fois qu'il va appuyer sur son contacteur. Par exemple, s'il fait un double clic ou un triple clic, etc. Il va pouvoir aussi, par exemple, coller des textes déjà préenregistrés, ou bien lancer des applications. Et puis, il va utiliser, bien entendu, des logiciels d'accessibilité. Donc, bien sûr, il va faire comme Antoine, à savoir qu'il va utiliser son clavier sur écran, mais son clavier sur écran, il va pouvoir programmer des fonctions spéciales sur les touches du clavier sur écran. Et puis, il va utiliser aussi autre chose, c'est la reconnaissance vocale, qui va lui permettre, en l'occurrence, d'écrire du texte en grande quantité. Ça va lui permettre, en l'occurrence, de discuter facilement avec ses amis. Et puis, il va pouvoir aussi rajouter des actions spéciales à ses commandes vocales. Donc, vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. En fait, le secret de Fabien, eh bien, c'est la personnalisation de son environnement informatique à 100%. Là où Antoine va subir l'ergonomie d'une informatique qui n'est pas adaptée à lui et qui n'est pas conçue pour son handicap, eh bien, lui, Fabien, il va adapter et personnaliser en temps réel son outil informatique. Et même, il va pouvoir personnaliser chaque application puisqu'il peut appliquer des paramétrages spécifiques à chaque application. Alors, en l'occurrence, Fabien, il utilise les logiciels GiveAccess qui lui permettent d'obtenir une ergonomie personnalisée qui correspond vraiment à ses besoins. Alors, pour finir avec cette histoire, on va faire un bond de 6 mois dans le futur. Et là, en fait, Antoine, il a beaucoup progressé parce qu'il a retrouvé un accès à une meilleure productivité. Il est en train de redécouvrir les jeux vidéo qu'il adorait avant son accident. Et il s'est finalement décidé à entreprendre ses études, puisqu'il est en voie d'être aussi efficace que ses collègues de promo. La possibilité aussi d'avoir une vie professionnelle s'ouvre à lui et c'est un chemin plein de belles perspectives alors que pour lui, quelques années auparavant, l'avenir était quand même assez sombre. Et puis, en plus de ça, c'est très positif parce que Antoine, il n'est pas seul
dans son chemin vers une accessibilité qu'on pourrait qualifier de nouvelle génération, puisque bien, il est toujours entouré par Laura, son ergothérapeute, qui a continué, enfin qui a découvert et qui s'est formée elle aussi pour utiliser le logiciel Give Access. Elle apprend donc à compenser le handicap de manière logicielle et non matérielle pour venir en aide à ses patients. Et puis, ben, Laura aussi, en cas de doute, ben, elle peut contacter l'équipe de Give Access qui peut lui fournir une assistance. Antoine est toujours entouré avec Fabien, qui peut transmettre à Antoine des fichiers de configuration qui peuvent s'échanger entre eux. Et ben, dans ce processus, eh bien, il y a une entraide extrêmement constructive qui fait progresser Antoine beaucoup plus rapidement dans son autonomisation. Et puis, ben, il est aussi entouré par des équipes de Give Access qui développent en permanence de nouveaux outils pour de nouveaux usages d'accessibilité, etc. Alors, Antoine peut aussi ben, nous solliciter s'il veut bénéficier d'une expertise spécifique. Alors, l'histoire d'Antoine et de Fabien, en réalité, c'est un petit peu l'histoire de ma vie et de ce que j'ai vécu à titre personnel dans mon enfance, dans mon adolescence et dans ma vie d'adulte. Justement, c'est lorsque j'étais à la place d'Antoine que j'ai fait le triste constat que rien n'existait réellement pour faire ce que j'appelle de l'hyper-personnalisation de l'ergonomie informatique. Soit les outils existaient, mais ils étaient trop peu développés, soit ils étaient inefficaces dans tel ou tel type d'activité. En bref, ça répondait jamais vraiment à 100% aux besoins parce que ça n'allait pas assez loin. Donc mon plus grand souhait à l'époque, eh bien, c'était vraiment de devenir 100% autonome et de ne plus dépendre de mes proches, de mes auxiliaires de vie, ou bien même encore du corps médical qui ne savait pas comment répondre à mes attentes. C'est ce qui m'a poussé en fait à apprendre la programmation informatique et à développer bien, des outils qui sont en fait des intelligences artificielles de compensation du handicap. Au début, je ne savais pas où j'allais, mais en fait, le projet s'est structuré au fur et à mesure. Et je collaborais avec de nombreuses personnes en situation de handicap à l'international qui m'ont permis d'enrichir ce projet et qui lui ont permis d'arriver là où il en est aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, quand j'ai conçu les logiciels Give Access, je suis parti avec deux objectifs qui étaient pour moi quasiment obsessionnels. C'est la réactivité et l'adaptabilité à outrance. J'ai donc pris comme banc d'essai des jeux vidéo qui sont des environnements extrêmement défavorables, même les plus défavorables existants, et en même temps nécessitant à la fois une complexité forte et une réactivité extrême, tout en ayant une adaptabilité de tous les instants. C'est ainsi que je me suis aussi inspiré de principes comme la rusticité. La rusticité, en fait, c'est un concept militaire qui désigne un matériel qui a fait ses preuves dans des situations extrêmes, avec des météos défavorables, des théâtres d'opérations variés, etc., etc. Et donc, en fait, ça représente le degré suprême d'adaptabilité pour pouvoir dire justement d'un matériel eh bien, qu'il est vraiment fiable ou pas. Et je me suis aussi inspiré de l'aérospatiale, qui a toujours été une passion pour moi, puisque je me disais que voilà une situation, enfin une personne en situation de handicap moteur lourd doit pouvoir être opérationnelle, même si elle est entièrement seule.
Et c'est un peu l'image que j'avais du satellite qui, une fois qu'il est lancé, eh ben, vous ne pouvez plus intervenir dessus. Il va falloir impérativement qu'il fonctionne et qu'il fournisse son service le plus possible jusqu'à extinction complète de ses composants électroniques et mécaniques. Voilà, donc c'est ces idées-là qui m'ont poussé dans mon objectif d'autonomie et de fiabilité. Voilà, est-ce que vous avez déjà des questions déjà pour cette première partie? Oui, bonjour. Bonjour. Hop, voilà. Bonjour, je suis Pauline Baumgartner. Enchanté. Enchantée, je travaille dans un groupement d'intérêt public qui s'intéresse à la formation professionnelle continue. Et dans ce cadre-là, nous accueillons donc des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, donc dans les formations de droit commun. On s'intéresse bien sûr beaucoup à l'accessibilité numérique et l'accessibilité de l'information pour tous. Et ma question serait de savoir, est-ce que Give Access nécessite la mise en place, enfin, un environnement numérique accessible, respectueux des normes du RG2A pour pouvoir utiliser Give Access? Alors, vous voulez dire au niveau de tout ce qui est confidentialité, etc. C'est ça? Non, alors peut-être que je ne m'exprime pas bien parce que ce n'est pas mon univers, l'accessibilité. Expliquez-moi un petit peu, Alors, RG2A, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, est-ce que, parce que si j'ai bien compris, l'accessibilité numérique, pour que des personnes puissent utiliser une information accessible au moyen de techniques d'assistance, il faut que préalablement, l'outil numérique soit respectueux, conforme en matière de RG2A, le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Et en fait, donc, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que donc cette application Give Access est utilisable uniquement sur des environnements qui sont respectueux du RG2A? Pas du tout. En fait, justement, c'est adaptable et c'est utilisable dans toutes les situations. Et justement, c'est ça qui fait sa force, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est une couche logicielle qui va se rajouter à l'outil informatique et qui va faire que ça va être, comment dire, ça va agir dans toutes les composantes de l'ordinateur. Par exemple, si je ne sais pas, par exemple, je programme un bouton droit de la souris en plus du contacteur unique là, d'Antoine, d'accord? Eh Ouais. bien, en fait, ce contacteur, eh bien, il va faire un bouton droit partout, que ce soit dans un jeu vidéo, que ce soit dans un navigateur, que ce soit dans Windows, etc. Ça n'a pas d'importance. Et justement, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'en fait, vous programmez l'ergonomie que vous souhaitez et après, elle se transpose comme si, en fait, vous étiez en train d'utiliser votre propre souris et clavier, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de dire ça raffine les actions physiques des utilisateurs. Voilà. Donc, mais est-ce que donc c'est très individualisé, personnalisé, etc., en fonction des besoins des personnes. Est-ce qu'on peut imaginer, je me replace dans mon environnement professionnel, hein, donc on va dire qu'on est un organisme de formation, on accueille des personnes en situation de handicap, on veut leur permettre d'avoir accès à l'information sur le web, parce qu'on fait de plus en plus de formations à distance. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, l'organisme de formation se dote de Give Access et à charge, par contre, aux personnes qui veulent suivre la formation, de le personnaliser en fonction de ses besoins? Alors oui, c'est possible, mais en fait, il faut voir Give Access plutôt comme un outil qui va s'installer et s'utiliser sur chaque PC. Donc du coup, c'est plutôt à l'utilisateur. Alors Oui. bien sûr, ça n'empêche que ce soit financé par un organisme, etc. Ça n'a pas d'importance. Je veux dire, c'est le moindre. Enfin, c'est la plus faible des difficultés, si je peux me permettre l'expression.
Voilà, mais après, en fait, justement, l'utilisateur, je vais en reparler juste après dans les parties suivantes, mais justement, l'utilisateur, il fait ce qu'il a envie de faire. Ça peut être, par exemple, un paramétrage qui est temporaire, parce que, je sais pas, admettons, il a un coup de fatigue, donc du coup, il va avoir besoin temporairement d'un petit peu plus de paramétrage. Il peut le faire, mais il va le faire en quelques clics, en fait. Donc du coup, j'ai envie de dire admettons, enfin, si on se place dans un cadre de formation, admettons que le formateur demande un exercice à un étudiant, et bien en fait, pour le formateur, ça sera totalement transparent. Le formateur ne verra rien. La seule chose qu'il verra, et j'ai envie de dire c'est heureux, c'est qu'il verra que son élève est productif et qu'il est capable justement de réaliser l'exercice qui lui a été demandé. Voilà. On peut être dans un environnement, pardon, excusez-moi. Pas de souci, allez-y. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait être dans un environnement qui n'est pas accessible, numériquement parlant, mais pour autant, grâce à Give Access, eh bien, on peut du coup rendre accessible l'outil. C'est ça. Si vous voulez une métaphore, c'est comme si vous achetiez un plan incliné métallique que vous mettiez dans un bâtiment pour pouvoir le rendre accessible. Voilà. En fait, Give Access, c'est le plan incliné informatique. Voilà. On peut résumer ça comme ça, même si bien sûr c'est pointu et la personnalisation va loin. Mais si on veut une métaphore, c'est une métaphore tout à fait valable. Alors, si je peux me permettre, merci infiniment de cette présentation. si vous avez un site internet qui n'est pas accessible à la base, Give Access ne répondra pas à la mise en accessibilité du site au titre des normes de mise en accessibilité, ça on est bien d'accord. Si j'ai bien compris Emmanuel, et vous me reprenez si je me trompe, Give Access va répondre de manière individuelle et logicielle à une mise en accessibilité de l'interface informatique personnelle. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est que finalement, ça ne répond pas à des problématiques d'accessibilité générale des sites ou de l'environnement informatique. Ça répond à une mise en accessibilité d'un environnement personnel de travail. Et vu que l'informatique, depuis le PC, a été conçu comme un environnement individuel, et on voit bien l'explorateur Windows, on voit tous les systèmes informatiques qui ont été créés comme étant des environnements purement individuels, hein, ils ne sont pas pensés pour être travaillés à plusieurs. Ce système-là permet finalement de rendre accessible ce système individuel. Emmanuel, je me trompe pas? Tout à fait. J'ai à peu près compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut rajouter, c'est que le Give Access n'intervient que sur les handicaps moteurs, que sur les déficiences motrices. Du coup, n'espérez pas, par exemple, rendre un site web accessible à des personnes malvoyantes. Voilà, enfin, moi, mon sujet personnel, le sujet de Give Access, c'est vraiment la compensation du handicap moteur et des déficiences motrices. Justement, je vais y venir juste après. Je poursuis la présentation. D'accord, merci. Donc, du coup, qu'est-ce que Give Access? Eh bien, Give Access, en fait, c'est un logiciel contenant des outils qui permettent l'hyper-personnalisation de l'ordinateur et de son ergonomie. Donc, chaque outil va permettre de compenser le handicap d'une manière différente. Par exemple, un outil pour pouvoir contrôler le PC sans avoir à cliquer avec le bouton gauche. Un outil, par exemple, pour écrire du texte automatiquement. Un outil pour transformer un clic de la souris en une action du clavier, etc., etc. Chaque outil peut être cumulé avec d'autres pour arriver à un degré extrêmement élevé de personnalisation. Donc, en fait, il y a 3 packs d'outils. On peut choisir, en fait, en fonction de ce qui nous intéresse. Il y a
un pack donc, qui est destiné à améliorer le confort d'utilisation dans les applications standards, comme la navigation sur Windows, la navigation sur Internet, la gestion des fichiers, etc. Il y a un pack qui contient des outils pour rendre accessibles les jeux vidéo en transformant la manière dont ils se jouent, c'est-à-dire par exemple contrôler un jeu de voiture uniquement avec le pointeur de la souris, ou encore afficher des barres d'outils supplémentaires 100% personnalisées et personnalisables pour déclencher des actions spéciales à l'intérieur du jeu, etc., etc. Et un dernier pack qui est, lui, vraiment dédié pour accroître la productivité par l'automatisation de tâches, l'écriture automatique de texte et le lancement automatique d'applications. Alors, ça représente quand même un total de 33 outils. Donc, ça reste quand même assez conséquent. Alors attention, il n'est pas du tout nécessaire de maîtriser les 33 outils pour pouvoir dépasser son handicap sur ordinateur, hein. En général, on va dire qu'une petite dizaine d'outils suffit amplement pour parvenir à un résultat réel et satisfaisant. Et en fait, le nombre d'outils nécessaires va dépendre du handicap de l'utilisateur, de ses capacités physiques. Et bien entendu, ça dépend aussi des activités souhaitées. Bien entendu, quelqu'un qui veut juste rendre accessible l'ordinateur pour pouvoir utiliser confortablement Windows n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne, par exemple, qui souhaite jouer de manière intensive à des jeux vidéo. Vous voyez, à titre personnel, moi, j'utilise seulement qu'une dizaine d'outils, hein. Pourtant, je suis le concepteur de Give Access, mais c'est pas parce que je suis le concepteur que je me sers de tous mes outils. J'ai juste une petite dizaine qui sont adaptés à mon handicap et à ma tétraplégie. Dans chaque outil, on peut aussi charger et sauvegarder des configurations prédéfinies pour passer justement d'une configuration à l'autre en quelques clics. Alors voilà. Ensuite, donc, les logiciels sont payants, mais ils peuvent être essayés gratuitement et sans limitation de durée pour permettre au personnel médicaux mais pas seulement les personnels médicaux, hein, je dis personnel médical, mais voilà, c'est tout personnel dans le monde du handicap, mais justement, ça permet aussi donc, à ces personnels et en même temps aux utilisateurs en situation de handicap de tester tous les paramétrages possibles sans aucune limitation. La version gratuite, en fait, elle contient des délais de chargement supplémentaires et des affichages publicitaires. Et donc, pour les retirer, il faut passer à la version payante. Give Access propose aussi des services pour venir en aide aux utilisateurs en situation de handicap, mais aussi à leurs proches, aux soignants réguliers et aussi aux ergothérapeutes ou à tout autre personnel qui serait habilité éventuellement à intervenir autour d'un utilisateur en situation de handicap. Ensuite, je voulais, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions rapidement sur cette partie ou pas du tout? Pas pour moi en tout cas. Non, c'est bon, je pense que vous pouvez continuer. J'aurais simplement une question, mais qui reviendra peut-être pour la suite sur les temps d'apprentissage, les temps de paramétrage. D'accord. Alors, donc du coup, Give Access, c'est pour qui et pour quel public? Donc, actuellement, les logiciels Give Access ne traitent que du handicap moteur et ils sont actuellement déployés auprès d'une centaine d'utilisateurs. Les pathologies des utilisateurs sont très variées et concernent aussi bien des handicaps temporaires que des déficiences motrices légères. Mais nous avons quand même majoritairement de nombreux utilisateurs avec des déficiences motrices lourdes, permanentes, voire et aussi évolutives.
Au niveau des handicaps temporaires, ce sont souvent des personnes ayant subi des traumatismes et n'ayant plus la possibilité de se servir temporairement correctement de leur ordinateur. Ça peut être par exemple, je sais pas, des personnes qui ont des tendinites au niveau de la main, des doigts, du poignet, des épaules, bien des muscles de l'avant-bras. Ça peut être aussi suite à des fractures de ces mêmes zones. Au niveau des handicaps plus légers, on a. Alors attention, quand je dis handicap léger, ça n'a rien de dégradant et ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est plutôt pour faire une gradation dans la difficulté de compensation. Au niveau des handicaps légers, bon, voilà, on peut citer bien entendu le syndrome du canal carpien ou encore des handicaps comme le syndrome d'Ehlers-Danlos, dans lesquels les outils spécifiques qu'on a développés pour réduire la fatigabilité des utilisateurs eh bien, sont vraiment très efficaces. C'est aussi le cas pour aussi certains outils qui améliorent le confort visuel. Donc voilà, dans ces deux types de handicap, légers et temporaires, les résultats des logiciels Give Access sont réels, mais sans changement de vie drastique, étant donné que ces personnes, elles ont déjà une bonne accessibilité à la technologie de par leur passé ou bien de par leurs expériences technologiques antérieures. Au niveau des handicaps et des pathologies les plus lourdes, nous pouvons bien entendu parler des personnes tétraplégiques dont les handicaps proviennent d'accidents ou de maladies génétiques. C'est un peu ce que j'ai raconté avec l'histoire d'Antoine et de Fabien. Là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on constate une augmentation du nombre d'activités possibles allant de 80 à 150% d'activités en plus. Donc les logiciels d'Ivaccess sont donc de véritables game changers, hein, et transforment radicalement la vie des utilisateurs en ouvrant le champ des possibles, que ce soit au niveau de la vie sociale, au niveau des loisirs numériques ou encore de l'autonomie de vie ou de la vie professionnelle. Puisque là, c'est en fait un facilitateur d'intégration sociétale pour ces personnes. Voilà. Si vous avez envie d'avoir des témoignages un petit peu plus en détail, vous en trouverez sur le site. On a des témoignages quand même de certaines personnes qui nous expliquent un petit peu comment ils ont transformé un peu leur vie. Au niveau des prérequis, d'un point de vue purement technique, en fait, la seule chose dont vous avez besoin pour que Give Access fonctionne, c'est un terminal sous Windows. Donc, ça peut être un ordinateur fixe, un ordinateur portable, une machine virtuelle ou encore une tablette tactile. Et vous avez besoin aussi d'une connexion à Internet. Ensuite, d'un point de vue des matériels handicap, la seule chose dont on a besoin, c'est d'une aide technique qui permette le contrôle du pointeur, d'accord, et d'un contacteur pour faire au minimum le clic gauche de la souris. Même si ce n'est pas toujours obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé parce qu'on débloque quand même énormément de possibilités avec. D'un point de vue psychique, il est nécessaire quand même d'avoir des capacités cognitives normales parce que l'utilisateur doit être capable de comprendre le fonctionnement des logiciels, mais aussi bien d'accepter la nouvelle ergonomie qu'il va pouvoir mettre en place avec les logiciels. D'un point de vue habitude de vie, il y a vraiment un besoin important, c'est la rigueur de l'utilisation des logiciels Give Access. Et c'est probablement le prérequis, à mon avis, qui est le plus important. C'est que si les utilisateurs ne s'astreignent pas à utiliser systématiquement les logiciels pendant un certain temps
pour comprendre et maîtriser leur nouvelle ergonomie, eh bien, l'adaptation ne se fait pas. C'est arrivé à certains de nos utilisateurs, mais après un peu plus d'explications, un coaching de notre part, eh bien, l'habitude se prend beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est assez impressionnant de noter les très gros progrès de vie que les personnes en situation de handicap moteur lourd ont pu avoir grâce à une habituation intensive au logiciel. Voilà, j'ai pas d'autres parties sur cette présentation. Je suis prêt à recevoir toutes vos questions. Ouais, je veux bien quelques précisions sur les questions techniques parce que vous avez parlé de tablettes, d'ordinateurs, en termes de système d'exploitation, en termes d'intégration. Comment vous travaillez ça? Sur quoi? Sur quel système ça peut Ça interagir? marche que sur Windows. Ça Ok. marche que sur Windows. Je ne sais pas si je l'ai expliqué avant, mais justement, du moment qu'on a un terminal qui est sous Windows, que ce soit un PC fixe, un PC portable, une tablette tactile, ça n'a pas d'importance. Ça marche même avec une machine virtuelle, ce qui est assez important. Mhm. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bien sûr. Voilà. Et peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est. Voilà. Du coup, en fait, une machine virtuelle, pour expliquer, en fait, c'est un PC dans le PC. C'est-à-dire qu'en fait, on a une machine, par exemple, qui tournerait sous Mac et qui peut lancer une application dans laquelle, en fait, il y a Windows qui fonctionne. Et bien, à ce moment-là, on peut faire fonctionner les logiciels Give Access dans cette session Windows, alors même qu'on utilise un Mac. Donc ça reste quand même assez intéressant. Oui, complètement. Alors, les machines virtuelles, effectivement, permettent de faire fonctionner des systèmes différents à l'intérieur d'une seule machine physique. Et c'est là où votre solution, vous le disiez tout à l'heure, apporte des ajouts logiciels ou des solutions logicielles à des problématiques qui pourraient être matérielles habituellement. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir imaginer que ça puisse fonctionner sur des machines virtuelles, dans le sens où quelqu'un qui serait sur Mac pourrait effectivement lancer une machine virtuelle Windows pour faire fonctionner Oui, ce système-là à l'intérieur. oui. Alors on connaît Alors, ça. tout en faisant attention à la précision que Give Access n'agira que dans cette Dans la session machine de virtuelle. Windows et pas sur le système Mac qui héberge de Windows. Il faut bien faire attention à ce distinguo, hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est l'idée que le logiciel puisse pallier des problématiques matérielles. Sur tablette, comment vous gérez ça? Est-ce que vous continuez à gérer ça avec souris, avec le clic, ou est-ce que Et le bien, tactile peut être pris en compte? sur tablette, en fait, le tactile, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est une souris déjà. Donc, en fait, on peut très bien, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais Fabien qui pouvait Mhm. appuyer un certain temps sur un bouton. Et ben, on pourrait imaginer, par exemple, que vous mettez le doigt un certain temps sur une tablette tactile et ça déclenche les mêmes actions que si on faisait un contacteur pendant 2 secondes. Vous voyez, c'est pareil. Ouais, clairement. Alors, je vais poser des questions qui fâchent, mais si on est sur Windows, on sait qu'aujourd'hui, Windows a eu énormément de mises à jour depuis quelques années, avec le passage à Windows 10, les grosses mises à jour de Windows 10 qui sont arrivées les unes après les autres. Comment vous imaginez la pérennité de votre solution à travers un système Windows? Alors, donc déjà, il faut savoir que des logiciels, ils ont été développés à la base pour Windows 7, d'accord? Donc on a justement travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que la compatibilité soit parfaite après dans Windows 10. Il y a eu quelques ajustements à faire, mais vraiment pas grand-chose. Et puis voilà, il y a pas de raison que ça change, puisqu'en fait on utilise des fonctions de base de Windows que l'on passe par des intelligences artificielles
qui vont réutiliser l'information physique, en fait, pour la retransformer en action virtuelle. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de problème de pérennité, ou de compatibilité, ou de D'accord. rétrocompatibilité. Alors bien sûr, si vous lancez ça sur Windows 95, je ne réponds de rien, mais je pense que voilà, on a quand même de la marge, quoi. Mais même dans Windows 10, il y a encore des noyaux de 95. Donc, Oui, tout mais à bon, fait. bref. Ouais. On va pas rentrer dans ces débats-là. Coralie, tu voulais poser une question? Ouais, j'ai des questions qui sont légèrement moins techniques que ça, puisque l'informatique, Bien sûr. j'y connais pas grand-chose. Déjà, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant. Je connaissais pas du tout et je travaille dans le domaine du handicap depuis un moment. Donc, merci beaucoup de nous expliquer ça. En fait, j'avais deux questions. Donc, la première, c'est comment ça se passe concrètement quand une personne, bon, voilà, suite à un accident, a des difficultés, je découvre Give Access. Comment je fais pour savoir, parmi les 33 outils, vous avez dit il y en a 33, comment je fais pour savoir lesquels vont correspondre à mes besoins? Est-ce que vous faites un accompagnement? Ou alors il faut que il y ait une description de chacun? Puis l'autre question que j'avais est un peu plus générale. Comment vous faites pour vous faire connaître et est-ce que vous travaillez avec des organisations, je pense par exemple à l'APF France, qui pourraient, selon moi, je crois, être vraiment très intéressées par ce que vous proposez? Tout à fait. C'est des très bonnes questions. Donc du coup, comment ça se passe? La première chose, donc Give Access peut être conseillé par des ergothérapeutes ou conseillé par exemple par des installateurs de fauteuils électriques parce que eux aussi ont parfois adapté l'ordinateur pour le rendre accessible aux patients qu'ils gèrent et à leurs clients. Voilà. Et en fait, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'interface, donc, en fait, il y a des explications sur ce que fait chaque logiciel. D'accord? Donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est un peu comme quand on démarre avec un logiciel, on essaye un peu d'apprendre des fonctionnalités de base, de comprendre comment ça marche, etc. On fait des essais. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille en général aux nouveaux utilisateurs, c'est de se fixer des objectifs de compensation du handicap. Des objectifs, en fait, avec des difficultés croissantes. Vous imaginez bien que, bien entendu, c'est pas la même difficulté, par exemple, d'avoir les 3 boutons de la souris avec un seul contacteur que d'utiliser, que par exemple, de rendre accessible un jeu vidéo qui va être extrêmement réactif. Voilà, c'est pas du tout les mêmes choses, ça nécessite beaucoup plus d'expérience. Et donc, en fait, c'est bien pour ça qu'il faut une habituation régulière et systématique, parce que j'ai envie de dire, il faut se confronter en fait à la réalité des outils, mais à la réalité aussi des problèmes. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis, s'il y a besoin, l'utilisateur, elle peut faire appel à nos services. Où là, on peut, par exemple, un utilisateur peut nous dire, voilà, j'ai tel et tel besoin. Est-ce qu'on peut prendre 1 heure pour travailler ensemble et que vous me montriez un peu quel est l'outil le plus adapté, ou quel est le module le plus adapté, ou quelle est la fonctionnalité, comment je dois paramétrer, etc. On fait ça vraiment sans aucun souci. Voilà. Et puis après, donc vous avez posé une deuxième question à propos de comment se faire connaître. Alors là, je crois que c'est une question un peu qui fâche. C'est une question un peu qui fâche parce que en fait, Give Access, je pense que vous avez compris l'importance de cet outil. C'est vraiment, bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, voilà, bon, je suis pas là pour me faire de la pub, hein, c'est pas ça qui m'intéresse, mais l'enjeu de cet outil d'un point de vue sociétal, d'un point de vue autonomisation des personnes handicapées est très important.
Et en fait, il faut comprendre qu'on a reçu un accueil très froid, pour ne pas dire très austère, de beaucoup de professionnels du handicap qui se sont sentis blessés par le fait que ce soit une personne handicapée qui développe des outils justement à destination des personnes en situation de handicap. Ça a posé beaucoup de problèmes et justement beaucoup d'incompréhension. Et il y a certaines associations qui n'ont jamais souhaité en fait divulguer l'existence de Give Access pour ces raisons-là. Voilà. Donc du coup, on cherche justement à se faire connaître par le biais des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, etc. Mais justement, le, le, comment dire, le soutien des professionnels du handicap, jusqu'ici a été assez faible et assez défaillant et vraiment, on le regrette fortement. Moi, j'ai une question également. À partir du moment où on considère que cet outil donc est un outil de compensation individuelle, est-ce que ça peut être pris en charge par la GFIP si ça relève, si cet outil est utilisé dans son travail ou, ou en formation? Alors, pour moi, oui, je pense. Néanmoins, on n'a jamais eu vraiment ce cas-là, pour la simple et bonne raison que, en fait, étant donné les tarifs qui sont assez faibles, justement, je n'ai pas évoqué, mais voilà, on est sur des logiciels qui font moins d'une centaine d'euros, donc du coup, qui sont accessibles à toutes les bourses, Du coup, les utilisateurs préfèrent en fait ne pas se prendre la tête, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, à faire des dossiers, etc. Bien souvent, l'outil arrive trop tard ou très tard, avec un délai parfois pouvant aller jusqu'à 2 ans pour certains. Du coup, les utilisateurs se disent, bon ben voilà, on voit que c'est utilisé par de nombreuses personnes handicapées. C'est développé en plus par une personne tétraplégique qui est très lourdement handicapée. Bon, ben, qui peut le plus, peut le moins. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Et du coup, en fait, voilà, on n'a jamais eu ce cas-là. Mais oui, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. En tout cas, nous, avec DeviceS, on est tout à fait ouverts pour travailler, que ce soit avec la GFIP, les MDPH, etc. Même si, à l'heure actuelle, les MDPH nous ont boudé totalement. Il faut dire les choses concrètement. Parce que selon eux, il y a besoin en fait de faire des études d'impact, etc. Alors que preuve a été faite auprès de très nombreux utilisateurs dont je fais partie, hein, puisque voilà, on ne peut pas nier ma situation. Mais la MDPH en fait comment dire, me considère en fait comme étant plus un entrepreneur et donc plus un privé commerçant que une personne handicapée experte qui a sa pierre à apporter à l'édifice, en fait. Voilà. Vous parlez de nombreux utilisateurs. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs de la solution? On est à plus de 100. Voilà. On est à plus de 100 et alors il y a de tout. Il y a des utilisateurs qui sont hyper assidus et qui s'en servent presque 24 heures sur 24. Il y a des utilisateurs qui s'en servent seulement des week-ends ou seulement pendant leurs loisirs et il y en a d'autres, c'est des utilisateurs ponctuels. Est-ce que dans les utilisateurs, vous avez pu constater l'existence d'utilisateurs qui ne seraient pas forcément en situation de handicap? Est-ce que la solution peut amener des choses aux personnes qui ne seraient pas forcément en situation de handicap? Oui, tout à fait. J'ai notamment on a un utilisateur, c'est une société en domotique qui se sert justement des outils de Give Access pour les transformer vers la domotique.
utilisation très intéressante, hein. Moi, personnellement, je trouve ça passionnant. Enfin, c'est un peu pour ça que j'ai créé Give Access, hein. Enfin, justement, je trouve ça bien que l'outil dépasse les objectifs initiaux, quoi. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient un tout petit peu à l'informatique, hein, le début de l'informatique personnelle, individuelle, il y avait les grands débats autour de l'ouverture des systèmes d'exploitation. Votre solution est en fait un petit peu une solution qui vient hacker les paramétrages internes d'un système informatique. Non, enfin, non, on peut pas dire que c'est des solutions de hacking. On peut, par contre, dire que c'est un logiciel intermédiaire. L'expression informatique exacte, ça s'appelle un intergiciel. Et justement, l'intergiciel, en fait, rajoute une couche entre le périphérique, j'ai envie de dire, matériel et l'action finale, en fait, hein. Donc, c'est plutôt ça, mais justement, on le fait. Et c'est une question intéressante. Alors, désolé, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais je pense que c'est une question qui est très importante. C'est que les logiciels Give Access ne se servent pas par exemple, quand on prend un navigateur Internet, on sait que dans le navigateur Internet, il y a plein de boutons. Ces boutons, ils ont des identifiants spéciaux, etc. On sait que, par exemple, le bouton actualiser, il a l'idée numéro temps, etc. Et du coup, on pourrait agir via le système d'exploitation, justement, par des hacks, en se disant, bah voilà, tu vas appuyer sur le bouton numéro temps, etc. Là, en fait, GiveAccess ne fait pas ce genre de choses. Et on a décidé, en fait, ça a été tout un choix, en fait, de conception logicielle. On a décidé de ne pas faire ça pour ne pas être taxé de logiciels de triche au sein des jeux vidéo. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous utilisez GiveAccess, c'est un peu comme si vous donniez des pouvoirs d'une souris à multiples boutons. Ça peut être schématisé comme ça. Mais ça n'est pas de la récupération d'informations d'un jeu pour le modifier, ou de la récupération d'informations d'une application pour agir à l'intérieur. Ça reste par des fonctions qui sont purement informatiques et générales au système d'exploitation lui-même. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Bien sûr. Non, c'est très intéressant. La question était volontairement un peu provocatrice hein, sur le hacking, mais je pense que à la fois parce qu'il y a un contexte qui fait que les systèmes informatiques sont de plus en plus fermés, de plus en plus opaques en termes de paramétrage et en termes d'accessibilité au code, premièrement. Et puis deuxièmement, votre réponse renvoie à toute la question de ces aides techniques qui finalement viennent tellement améliorer les choses que effectivement, vous l'avez dit vous-même, on pourrait presque être taxé d'utiliser des choses qui seraient de la triche. On voit toute la question autour de la prothèse en handisport ou des choses de ce type-là. On voit la question sur le e-sport avec un certain nombre de logiciels ou de choses de ce type-là, la guerre que certains jeux en ligne mènent contre les tricheurs qui utilisent des logiciels de triche systématiquement. Comment des logiciels qui viennent compenser le handicap peuvent ne pas être taxés de triche, c'est particulièrement intéressant et votre réponse était particulièrement intéressante pour ça. Oui. Alors, enfin, ce que vous soulevez est particulièrement pertinent parce que, comment dire, on a déjà eu des déboires avec certaines sociétés de jeux vidéo qui justement nous disaient, bah oui, mais en fait,
vous pouvez tricher avec nos logiciels, enfin avec les logiciels GiveAccess, etc. Du coup, on a essayé de montrer à la société éditrice que justement, on n'était pas là pour faire des logiciels de triche. Justement, on a essayé de faire utiliser les logiciels par des personnes valides pour voir un peu l'utilisation qu'elles pourraient en faire d'une manière un peu détournée et néfaste pour tricher. Et en fait, ça reste assez peu intéressant. En fait, il y a toute une ergonomie à réapprendre. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Il faut apprendre à paramétrer. Il faut être sensible. Enfin, voilà, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est pas aussi simple, si vous voulez, que de paramétrer une souris avec des bêtes macro-commandes, etc. Ça nécessite beaucoup plus de finesse et de compréhension de l'ergonomie qu'on a créée, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Et ça renvoie en même temps à la notion de normes et de règles chez les concepteurs de jeux, chez les concepteurs d'environnement informatique et de ce qui Bien est sûr, normal, de ce qui est autorisé. Donc, bien sûr. ça vient questionner énormément de choses. Est-ce qu'on a J'aimerais d'autres rajouter questions? Oui, allez-y, allez-y. J'aimerais rajouter quand même deux petites choses. C'est que justement, on nous a demandé à cette occasion de montrer patte blanche et d'obtenir des certifications. Du coup, les logiciels sont certifiés par des organismes de certification de code source. Donc, du coup, ça a augmenté notre exigence de qualité. Donc, c'est une très bonne chose. Et d'autre part, il faut savoir un truc, c'est que toutes les fonctionnalités qu'on ajoute, on est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'avec telle ou telle fonctionnalité, on peut cheater ou pas? Est-ce qu'on peut tricher ou pas? Et justement, on essaie de faire en sorte, à chaque fois, de mettre une limite, j'ai envie de dire, une limite haute pour que justement on ne puisse pas basculer dans des trucs de triche. Donc en fait, la seule chose que vous pouvez réussir à faire avec les logiciels GiveAccess, c'est juste en fait à retrouver l'ergonomie informatique qui vous revient de droit en tant que personne handicapée, en tant qu'ayant une déficience motrice. C'est tout. Très bien, merci pour la précision. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi les personnes présentes? Oui, une question, mais je crois que c'est le cas. Hein. Vous proposez le replay de ces présentations, hein, il me semble. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ok. Donc, parce que donc, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour pour participer à montrer tout l'avantage d'utiliser des outils comme GiveAccess. Donc, voilà, je ferai de mon côté ce que je peux, en tout cas, parce Merci. que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et, je suis également administratrice de l'entraide universitaire, qui est une association qui gère 52 établissements qui accueillent du public en situation de handicap. Et donc, je le présenterai, si vous en êtes d'accord, je présenterai Bien sûr. le replay de la vidéo pour voir voilà, si c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer intégrer dans l'association. Voilà, enfin, en tout cas, un moyen de travailler avec vous. Autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. On est à votre disposition en tout cas. D'accord, entendu, merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel, je vous remercie pour votre présentation. C'était très intéressant, très Merci à riche. vous. Je pense Merci beaucoup. qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais réfléchir à des solutions logicielles et pas forcément matérielles, c'est aussi une autre façon de voir les aides techniques. C'est Tout à quelque fait. chose qui n'est pas forcément évident à la base. Et pour une question, pour un point assez simple, hein, c'est que la question technique est souvent un peu une boîte noire dans laquelle on n'ose pas forcément aller voir Mm. quand on n'est pas trop expert du sujet. Sauf Mm. que justement, je pense que c'est à ces endroits-là, c'est dans ces boîtes noires-là qu'il y a plein de pistes et de possibilités d'amélioration, qu'on parle à la fois d'outils techniques, d'outils informatiques, qu'on parle d'outils administratifs, qu'on parle de systèmes de gestion et d'administration. Aujourd'hui, il y a Bien sûr. énormément à avoir sur la question technique et pas seulement sur des solutions clés en main,
ce que vous nous montrez aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a une possibilité d'améliorer, d'optimiser et de faire en sorte que les paramétrages des systèmes existants soient améliorés et soient surtout personnalisés au plus haut point. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, donc rendez-vous au mois de septembre avec un nouveau programme qui n'est pas encore fixé aujourd'hui, mais qui devrait ne pas trop tarder par la suite. Merci beaucoup.